Démocrates congolais, les amis d'Afrique centrale, écoutez, nous voudrions encore faire une petite conversation avec vous en ce qui concerne notre vision de la nouvelle Afrique que nous sommes en train de penser, parce que nous savons que les dictateurs, tous ces dictateurs que nous avons présentement, ils vont tous finir par passer, et nous allons donc tourner la page, et en tournant la page, il nous faut donc une autre façon, une autre vision de conduire l'Afrique. Et notamment ici, moi j'aimerais ici, nous aimerions ici parler d'une manière générale de l'Afrique centrale. De l'Afrique centrale. Pourquoi l'Afrique centrale? Parce que moi-même je viens d'Afrique centrale. Et nous devons avoir une autre vision, une autre vision. Une autre façon de conduire la politique, une autre façon de conduire l'économie de l'Afrique centrale, une autre façon de pouvoir essayer d'apporter l'emploi à tous ces jeunes d'Afrique centrale. Nous voulons aussi parler de l'Afrique centrale parce que nous savons que c'est une région très bénie, où nous avions d'énormes potentialités des ressources naturelles et que nous pensons que nous étant jeunes ressortissants de cette région d'Afrique, nous pouvons donc apporter ce que nous pouvons pour essayer d'améliorer, si vous voulez, la vie des populations dans cette zone d'Afrique. La fois dernière, nous avons présenté un projet sur la production d'électricité et aussi comment donc ravitailler la ville de Pointe-Noire par la désalinisation de l'eau de mer. Et éventuellement, nous avions donc expliqué tout le principe qui permettrait de pouvoir produire de l'électricité et de pouvoir alimenter la ville de Pointe-Noire en eau potable en utilisant l'eau de mer par le principe thermodynamique, notamment, qui permettait donc d'utiliser le gradient de température, donc c'est-à-dire la différence de température entre les eaux profondes et les eaux de surface de la mer. Et nous avons donc expliqué, on n'a pas envie de revenir, nous avons donc expliqué comment on pouvait le faire, notamment en introduisant le phénomène qu'on appelle désalinisation à effet multiple, qui permet donc d'augmenter la quantité et le débit d'eau que nous pouvons apporter au niveau des populations de la ville de Pointe-Noire. Et nous avions aussi évoqué que on pouvait utiliser le même principe du point de vue panafricain, notamment pour ces pays-là qui ont cette chance-là d'être abordés par l'océan Atlantique ou l'océan Pacifique ou la mer Rouge, vous voyez. Donc, c'est un peu des principes comme ça que nous avons utilisés. Mais nous avons reçu plusieurs feedbacks de la part de beaucoup d'Africains, ceux qui sont intéressés avec ces projets panafricains. Et toujours dans le retour, il y a de ceux qui viennent avec des critiques, il y a de ceux qui apportent des encouragements, et il y a de ceux qui n'apportent rien, donc ils viennent juste pour critiquer, ils ne font pas des suggestions. Mais parmi les suggestions, il y a des Africains qui sont donc venus nous dire, mais écoutez, quel est le bon projet que vous pouviez parler de l'Afrique centrale, un bon projet panafricain qui pourrait donc produire de l'emploi, éventuellement essayer d'élever l'économie de cette région d'Afrique centrale. Bon, ça nous a poussé à réfléchir. Donc, dans notre réflexion, nous sommes venus avec une proposition que nous avions pensé que c'était vraiment très utile, qu'on puisse vous expliquer ce projet dont nous pensons pour cette région d'Afrique centrale. Mais dans ce projet que j'aimerais ici évoquer, une autre vision s'ouvre dans ma tête. D'aucuns me trouveraient d'un homme ambitieux, d'un homme qui réfléchit beaucoup. Mais je pense que nos potentialités intellectuelles nous permettent de s'ouvrir et de faire des propositions. Mais non, il y a des Africains où il y a des partenaires économiques qui peuvent trouver dans ces projets une possibilité de pouvoir développer nos pays ou encore une possibilité de pouvoir créer de la richesse. Parce que dans tous les projets que moi je propose, que nous proposons, excusez-moi, du moins, que nous proposons, c'est des projets typiquement pour créer de l'emploi. Pourquoi l'emploi? Parce que l'emploi est le moteur économique d'un État.
Quand les gens travaillent, les gens payent des impôts et ça permet à l'État de survivre. Et quand l'État survit, l'État injecte de l'argent dans plusieurs services. Vous voyez, le service scolaire, le service médical, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous voulons ici parler des emplois des Africains. Hein, pas des emplois qui vont chercher à s'exfiltrer de l'Afrique, mais des emplois qui seront typiquement en Afrique et des emplois bien rémunérés. Hein, c'est ça l'objectif ici. Maintenant, je veux directement rentrer dans le vif du projet que nous proposons. Vous voyez que le fleuve Congo, le fleuve Ubangi, vous voyez, tout au long de ce fleuve-là, si nous essayons de voir qu'aujourd'hui, on dit que le Tchad est un pays enclavé parce que le Tchad n'a quasiment pas d'ouverture vers l'océan Atlantique. Donc, la plupart du temps, on utilise le Congo-Brazzaville comme un pays de transit parce que le Congo-Brazzaville permet de faire acheminer de la marchandise dans les deux sens, soit de la marchandise qui part du port de Pointe-Noire, qui traverse par le chemin de fer Congo-Océan et qui arrive donc au niveau de Brazzaville. En ce moment, au niveau de Brazzaville, on utilise la navigation fluviale qui permet donc d'acheminer les marchandises vers les régions du Nord et aussi d'autres pays comme la République centrafricaine et le Tchad. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, nous pouvons dire que c'est un couloir économique. Hein? C'est un couloir économique que nos aïeux ont négligé, ça fait plusieurs années, et qui n'ont jamais pensé à pouvoir apporter des améliorations dans ce système qui permettait de créer de la richesse ou de développer nos pays. Vous voyez, si nous essayons de voir le fleuve Congo encore, nous voyons le Congo-Brazzaville, nous voyons la République démocratique du Congo, nous voyons la République centrafricaine, éventuellement on peut faire acheminer des marchandises vers le Tchad, et aussi nous voyons le Cameroun qui est là à côté. Vous voyez, chers compatriotes, démocrates africains, ceux qui se disent panafricanistes, vous voyez, c'est des projets comme ça qu'il vous faut, vous voyez. Dans notre vision, nous voulons faire de ce couloir fluvial comme un boulevard fluvial économique, hein, un boulevard fluvial économique. Comment faire de ce couloir comme un boulevard fluvial économique? Tous nous connaissons que si nous essayons d'apporter, par exemple, ce qu'on appelle le dragage c'est une opération qui consiste à lever le sable pour permettre aux bateaux de naviguer librement d'un point A à un point B. Dans ce cas, ici, nous pourrons prendre que le départ pourrait être le port de Brazzaville ou le port de Kinshasa. Hein, et donc, ces marchandises vont commencer à naviguer à partir de Brazzaville, ou encore des marchandises qui vont partir de la République démocratique du Congo par le port de Matadi qui arrive à Kinshasa. Et donc, on peut donc faire acheminer toutes ces marchandises vers les pays du Nord. Donc, nous voyons ici la République centrafricaine, aussi une partie du Cameroun et aussi le Tchad. Vous voyez? Mais il faut d'abord améliorer les conditions de navigation. Pour améliorer les conditions de navigation, il faut que ces pays-là puissent investir un début, au départ. En investissant beaucoup d'argent, qui pourrait donc créer, que pourrait donc faire de ce pays, de ce couloir-là, un couloir économique. Qu'est-ce qui pourrait arriver? On pourrait arriver à améliorer les constructions. Hein, vous voyez, on peut arriver à construire des villes développées avec tout ce que vous connaissez. Vous voyez, si pour ceux qui connaissent un peu New York, vous voyez, quand vous prenez le bateau, vous voyez comment vous avez des gratte-ciel tout au long de New York. Vous voyez, tout au long de New York, tout au long de l'eau. Vous voyez, et ça attire quoi? Ça attire aussi le tourisme. Vous voyez, chers compatriotes. Mais pour que ça attire le tourisme, il faut construire. Il faut construire. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des pays qui se développent à partir du tourisme. Il y a des pays qui se développent à partir des idées que les concitoyens entraînent et qui essaient d'apporter à l'État et aussi à des partenaires économiques qui vont donc arriver à développer des villes. On peut arriver à faire des constructions. Aujourd'hui, on va vous expliquer que plusieurs Européens commencent à, on peut dire les Occidentaux d'une manière générale, commencent à trouver que l'Afrique devient un peu cet Eldorado, que tout le monde a la possibilité d'aller s'acheter une maison et de vivre paisiblement. Surtout que la plupart du temps, en Afrique, on ne paye pas trop les taxes, vous voyez. Et ça attire plusieurs touristes et plusieurs personnes qui cherchent à changer le mode de vie. Mais pour qu'il y ait un mode de vie équivalent,
à celui de l'Occident, il faut que nos pays, nous arrivons à donner un peu le côté civisme, vous voyez. Donc, construire, tout d'abord, il faut construire dans des conditions de l'art. Deuxièmement, amener la salubrité et éventuellement amener l'électricité, améliorer les routes, améliorer les voies navigables, ainsi de suite. Maintenant, pour ce projet que nous proposons ici, ce projet panafricain que nous proposons ici, il s'agit de développer des constructions, de développer ce qu'on appelle l'immobilier tout au long du fleuve Congo, tout au long du fleuve Ubangui-Chari, vous voyez. Quand nous arrivons à développer, à construire, ça serait une façon d'emmener de l'urbanisation tout au long de ces eaux, et en ce moment-là, ça pourrait faire attirer, ça va donc attirer plusieurs personnes qui auront l'envie de venir investir dans nos pays. Et en construisant, ça va pas seulement emmener ceux qui viendront pour louer ou acheter des appartements, mais ça va aussi entraîner des chefs d'entreprise qui vont chercher à venir s'installer. Vous voyez, dans ce boulevard navigable que nous sommes en train de vouloir parler, il y aura des grands bateaux, à l'image un peu du canal de Panama, pour ceux qui connaissent un peu la géographie mondiale. Vous devez connaître que le canal de Panama est un canal très économique qui apporte de la richesse au Panama, vous voyez. Et c'est un peu cette vision que nous voulons apporter ici pour les Africains, notamment pour les pays comme la République du Congo, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Tchad et aussi le Cameroun, vous voyez. C'est un peu dans ce sens-là que nous sommes en train de venir avec ce projet. Donc elle nous dirait que c'est peut-être un projet fou, mais ce n'est pas un projet fou, chers compatriotes. Parce que si nous essayons de voir chez les autres, ils arrivent à le faire. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire, vous voyez. Oui, bonjour ma soeur, bonjour ma soeur Stella Lutaya, vous voyez. Donc ici nous parlons de ce boulevard navigable, ce boulevard fluvial que nous voulons, dans notre vision, essayer de développer cette région d'Afrique, parce que ce boulevard ne créera non pas seulement des emplois, mais ça apportera une grande construction, ça apportera plusieurs investissements dans cette région, ça apportera aussi plusieurs créations d'entreprises, et c'est ça qui pourra faire développer notre Afrique d'une manière générale. Maintenant, pour nos AE, vous voyez, quand nous essayons de voir un peu tous ces dictateurs qui ont travaillé pendant plusieurs années, ils n'ont jamais eu des idées pareilles, vous voyez. C'est des gens qui ne sont pas des créateurs, vous voyez, ils sont entourés des bandes des gens qui ne pensent qu'à voler, qui ne pensent pas à développer. Mais la nouvelle jeunesse qui est en train d'arriver avec une autre vision politique est en train de vouloir penser à faire des projets qui consisteront à éradiquer, vous voyez, à éradiquer le chômage, parce que ça c'est déjà le chômage qui fait que plusieurs Africains arrivent à essayer de déserter l'Afrique, aller en exode, en Occident, vous voyez. Aujourd'hui, si nous arrivons à créer de l'emploi, à générer des richesses dans nos pays, nous pensons que plusieurs Africains n'auront pas envie d'aller ailleurs, pour aller chercher ailleurs, vous voyez. Donc c'est ce côté-là que nous voulons maintenir, l'intellectuel africain, de maintenir, si vous voulez, toutes les compétences que nous avons. Nous voulons forcément les maintenir dans nos pays afin que nous puissions donc arriver à développer nos pays dans le calme, dans la paix. Mais comme vous le savez, donc chaque développement exige la paix, exige des meilleures conditions où les gens peuvent s'exprimer librement, des conditions où les gens peuvent se rassurer de leur sécurité. Or, à l'instant où nous parlons, il est assez difficile de trouver des grands investisseurs venus dans nos pays parce que nous pensons que nous n'avons pas une bonne démocratie. Prenons le cas par exemple du Maroc. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des entreprises qui sont par exemple basées aux États-Unis, mais qui utilisent le Maroc comme étant le centre de communication. Vous voyez, chers compatriotes. Pour des entreprises, par exemple, on peut dire par exemple des entreprises qui font du service internet, services téléphoniques, ainsi de suite. Pour par exemple des services en français, on utilise par exemple le Maroc. Donc, prenons par exemple le cas de Western Union aujourd'hui. Si vous appelez Western Union, vous allez vous rendre compte que
les centres d'appel de Western Union, la plupart du temps, sont basés au Maroc. Et plusieurs aussi, nous savons que plusieurs entreprises utilisent ce même système. Vous voyez? Pourquoi? Parce que on trouve le Maroc comme un pays politiquement stable, un pays où on peut investir tranquillement, un pays où on n'aura pas assez de soucis quand on investit. Vous voyez? Donc, pour le Maroc, c'est un gain. C'est un gain dans le sens où, premièrement, ça développe les emplois. Deuxièmement, ceux qui travaillent payent les taxes à l'État et ça fait fonctionner l'État du Maroc. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu le Canada et les États-Unis, plusieurs centres de communication pour des grandes entreprises, pour ceux qui parlent l'anglais, se situent en Inde, vous voyez. Donc quand vous appelez par exemple des services high-tech, quand vous avez des problèmes avec votre ordinateur ou avec votre système Internet, vous retrouvez des gens qui sont en Inde, vous voyez. Mais pour l'Inde, c'est de l'économie, c'est de l'argent qui rentre. Mais c'est cette vision que nous voulons aussi que nos pays puissent être, vous voyez. Si nous arrivons à développer nos pays, si nous arrivons à mettre l'Internet à grande vitesse, si nous arrivons à sécuriser nos pays, si nous arrivons à installer de l'électricité stable et de l'eau stable, mais ça va entraîner quoi? Ça va entraîner plusieurs compagnies, ça va attirer plusieurs compagnies. Ceux qui nous parlent de, par exemple, le Congo-Brazzaville, on nous parle d'un certain ministre, je sais pas, des zones industrielles spéciales et tout. Mais éventuellement, c'est ça les idées, vous voyez? Quand on nous parle de zones industrielles spéciales, c'est avoir cette vision qui va chercher d'attirer l'investissement, d'attirer les entreprises venir dans votre pays. Mais pour que ça arrive, vous devez d'abord faire le premier pas. C'est d'abord la construction. Mettre les vraies infrastructures, mettre les vraies conditions de travail, mettre les vraies conditions de paix. Et c'est comme ça que vous allez arriver à attirer plusieurs compagnies. Aujourd'hui, les Indiens, la plupart des grandes compagnies utilisent aujourd'hui l'aine. Et ceci est aussi vrai pour des compagnies de l'habillement. Aujourd'hui, nous savons que les pays comme le Malaisie, comme le Sri Lanka, et tant d'autres, aujourd'hui, attirent tous les grands couturiers. Aujourd'hui, nous sommes habillés par plusieurs petits pays. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils ont essayé de sécuriser leur pays, ils ont mis les conditions de communication, parce que ça c'est très important pour les entreprises, qui va donc permettre à l'entreprise de chercher à savoir en instant T, le fonctionnement, la production de ce qui se passe sur place, vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'est un peu cette vision que nous voulons. Tous ces emplois pouvaient venir chez nous, hein? Surtout que la main-d'œuvre ne coûte pas aussi cher, parce que si ces grandes entreprises vont aussi dans ces pays-là, parce que, premièrement, les taxes ne coûtent pas cher, deuxièmement, la main-d'œuvre ne coûte pas cher, et troisièmement, les conditions de sécurité sont là, et ça permet de garantir la production, vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'est cette vision que nous avons, que nous voulons aussi que nos pays puissent attirer tous ces investissements. Pourquoi ça ne vient pas en Afrique? Mais on peut vous le dire, aujourd'hui l'Éthiopie arrive à le faire. Hein? Plusieurs grands couturiers ont ouvert des grands centres de couture en Éthiopie, mais ça fait de l'argent pour le peuple éthiopien. Ça fait de l'emploi pour les Éthiopiens, vous voyez, chers compatriotes. Pourquoi ça n'arriverait pas en Afrique subsaharienne? Vous voyez? Donc, c'est cette vision. Maintenant, pour que ça arrive, il faut que excusez-moi, pour que ça arrive, il faut que, celui-là est dit, ça c'est l'outillage, surtout aller mourir dans les bateaux de fortune et dans d'autres pays d'Afrique du Nord. Oui, éventuellement, notre sœur, vous voyez. C'est un peu cette vision que nous avons, mais pour que cette vision arrive, ne comptons pas sur ces dictateurs, parce que pour eux, ce qui compte, c'est eux et leur famille. Ce n'est pas le peuple. Il nous faut des gens qui visent loin, des gens qui créent des projets, parce que c'est en créant des projets, en réalisant des projets, que nous pouvons arriver à donner de l'emploi. Et quand nous voyons qu'un Africain a un emploi, mais je vous garantis que quand un Africain est chez lui, il a un emploi, il n'a pas d'autres idées que d'essayer de protéger son emploi. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'est ça les grands projets. Je veux donc répéter en quelques lignes encore le grand projet et la grande vision que nous pensons ici. Le boulevard de navigation aérien, le boulevard de navigation fluviale tout au long du fleuve Congo, au Bangui-Chari, pour essayer de désenclaver le Tchad. Il ne s'agit pas seulement de mettre des petits bateaux, mais construire des vraies villes, mettre des grands ciels, essayer d'apporter la beauté, l'esthétique et éventuellement
faire de ça un couloir, un truc où nous pouvons avoir plusieurs touristes qui peuvent arriver pour pouvoir apporter de la richesse dans nos pays. Et de cette façon que nous pouvons nous développer. Mais si nous ne créons pas de projet, et si nous sommes seulement là en train d'attendre que le tout parle de l'Occident, ça ne marchera pas. Il faut que des projets partent de l'Afrique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bon projet qui est en train de bien fonctionner au Rwanda. Vous savez, le lac Kivu, vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu la République démocratique du Congo et le Rwanda, il y a un lac qu'on appelle le lac Kivu. C'est un lac qui détient plusieurs quantités de gaz, vous voyez. Aujourd'hui, il y a un projet qui fonctionne bien avec les intellectuels de deux pays, donc la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ils ont mis en place ce projet qui consiste à extraire le méthane dans le lac Kivu. Donc le méthane est extrait dans de l'eau. On prend donc ce gaz, on l'envoie dans les turbines à gaz et en ce moment-là, les turbines à gaz sont en train de produire l'électricité. Donc aujourd'hui, au Rwanda, même des petits villages sont électrifiés à cause de ça. Et c'est un projet qui ne permet pas seulement de produire l'électricité, mais c'est un projet qui permet, si vous voulez, de purifier l'eau du lac Kivu pour permettre aux poissons de survivre, permettre aux gens des alentours de continuer à survivre à cause de ce lac. Vous voyez, c'est des projets comme ça qu'il nous faut en Afrique. Quand on nous parle que oui, l'émergence en 2025, mais comment voulez-vous aller en émergence si vous n'avez aucun projet de grande envergure qui vont produire de l'emploi, qui vont produire qui va créer de l'activité industrielle autour de votre pays. Aujourd'hui, tout le monde est en train d'acclamer ce projet qui se passe au niveau de lac Kivu. C'est un projet, allez-y vérifier, c'est un projet qui fonctionne 100%, vous voyez. Donc, on a détecté avec une étude ils ont fait une étude d'analyse pour essayer d'analyser les eaux du lac Kivu. Ils se sont rendus compte que c'est un lac qui contenait d'énormes quantités de méthane. Et donc, on pouvait donc, ceux qui ont réfléchi ont dit, écoutez, on pouvait donc arriver à produire du gaz à partir de lac. Donc, ce qu'ils font, ils prélèvent de l'eau, ils les extraient par des mécanismes thermodynamiques, on extrait donc le méthane, et en ce moment-là, le méthane est rempli dans des grosses cuves, des grands réservoirs, et en ce moment-là, le méthane, on utilise donc des compresseurs qui consistent à pomper donc ce méthane au niveau des turbines à gaz, et voilà, l'électricité est produite au Rwanda. Allez-y vérifier, c'est un projet qui fonctionne normalement, et on estime que c'est un projet qui peut durer jusqu'à 30 ans. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, 30 ans d'emploi pour les Rwandais et 30 ans d'électricité pour des Rwandais, 30 ans d'électricité, minimum 30 ans pour des entreprises qui vont venir investir au Rwanda. Et ça fait des gros chiffres d'affaires. Vous voyez, ça fait des gros chiffres d'affaires. Vous voyez. Donc, c'est des projets pareils que nous voulons pour l'Afrique. Il ne s'agit pas de nous venir avec, voilà, l'autosuffisance alimentaire pour à l'an 2000, un ministre, un tracteur, un ministre, un champ. Tout cela, c'est des théories que nous ne voulons plus entendre parler. Nous voudrons aujourd'hui des projets concrets pour des Africains, des projets concrets qui donneront de l'emploi, qui permettront aux Africains de travailler et de rester chez eux tranquillement dans le calme. Maintenant, pour que ces projets comme ça arrivent, nous voyons bien que ces dictateurs que nous avons présentement, ils ont échoué. Hein. Ce qu'il faut dire aujourd'hui à tous ces jeunes Africains d'Afrique centrale, que nous n'avons rien à gagner dans l'expérience de toute cette vieille classe politique. Hein, c'est une expérience zéro. Hein, c'est une expérience zéro pour toute cette vieille classe politique qui a gouverné l'Afrique depuis les années 1960. Hein, parce que ces gens-là ont tâtonné, n'ont absolument rien apporté. Même tout ce que la colonisation nous a laissé, ils ont tout brisé. Aujourd'hui, si vous essayez de comparer, par exemple, Brazzaville d'aujourd'hui à Brazzaville des années 1960, vous verrez que Brazzaville de 1960 était une ville très propre, une ville bien organisée, une ville où l'eau était distribuée à tout le monde, une ville où les habitants avaient de l'électricité et les gens n'avaient pas quasiment faim. Vous voyez, aujourd'hui, Brazzaville d'aujourd'hui est devenue Brazzaville la poubelle, Brazzaville la merde, Brazzaville là où il n'y a pas d'électricité, Brazzaville où le crime a augmenté, Brazzaville où, voilà, vous voyez, tout ce qui est mauvais, on le voit au niveau de Brazzaville, pas seulement de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire, au niveau de Nkayi, au niveau de Dolisie, vous voyez, et ça aussi on le voit dans plusieurs pays africains, on le voit en République démocratique du Congo, on le voit à Kinshasa, on le voit à Matadi, on le voit à Libreville,
Vous voyez, on le voit à Port-Gentil, on le voit à Douala, on le voit à Yaoundé. Vous voyez, donc, bref, il nous faut des projets concrets. Maintenant, pour qu'on arrive à ce projet, il faut qu'on arrive à déboulonner la vieille classe politique parce que nous n'avons absolument rien à apprendre de leur expérience. Nous n'apprendrons jamais de leur expérience parce que c'est une expérience nulle qui a brisé l'Afrique, qui a brisé la jeunesse. Si vous voyez cette classe politique, leur objectif c'est de briser toute la jeunesse. Si vous êtes un jeune, vous venez avec un projet, soit ils cherchent à récupérer ce projet, et si vous refusez, en ce moment-là, voilà, ils vous bloquent. Le cas le plus palpable, c'est celui de Véron Mancou, tu vois, vous voyez, un jeune Congolais intellectuel qui fait ses études en Chine, qui vient avec un projet de téléphone qu'on appelait Elikia. L'objectif c'était de créer le téléphone et tout. La politique vient de récupérer, et le pauvre Véron Mancou n'a pas de choix, il est obligé de se marrer avec les gens comme des Sassou Nguesso pour lui permettre d'avoir le financement qu'il voulait. Et aujourd'hui, et nous pensons que ce n'est pas un bon avenir pour Véron Mancou parce que quand le système va chuter, et ceux qui viendront ne pensent pas que ceux-là vont chercher à travailler avec Véron Mancou, parce qu'on voit en lui, même s'il a des potentialités, mais le système politique l'a récupéré. Vous voyez, nous voulons des projets apolitiques, hein, des projets qui permettront aux jeunes de venir et qu'il y ait un groupe de sages, des intègres qui sont capables d'évaluer le projet. On ne verra pas d'où tu viens, on ne verra pas, tu viens du Nyari, de la Bouenza, de l'Alekumu, de la Songa, de Wesso, de Djambala, de l'Ikwala, du Poul, des plateaux. On ne verra pas ça, on verra un jeune Congolais très intelligent, brillant, qui a ficelé un projet et nous allons évaluer c'est un projet qui va apporter de l'emploi aux Congolais, des emplois bien rémunérés et ces Congolais vont travailler, vont payer des taxes à l'État, des entreprises qui vont venir s'installer pour payer des taxes à l'État, pour faire fonctionner l'État et c'est des projets comme ça que l'État congolais va financer pour les jeunes Congolais. Même si vous êtes un jeune Africain, vous êtes brillant, vous voulez venir chercher des investissements chez nous, nous voyons que c'est un projet qui peut apporter de la paix, qui peut apporter du travail, un projet qui permettrait à ces entreprises de payer les taxes à l'État congolais, un projet qui permettrait le développement de nos pays. Nous, l'État congolais, le nouveau État congolais financera ce projet-là. Vous voyez, chers compatriotes. Voilà un peu le grand message d'aujourd'hui que je voulais faire passer. Et nous pensons que il y a des Africains, réellement les panafricanismes, et qui sont là pour pouvoir essayer de développer l'Afrique. Il faut penser à des grands projets panafricains et des grands projets panafricains qui permettraient donc de créer de l'emploi, non pas seulement dans un pays, mais dans des pays environs. Par exemple, le projet du lac Tchad, vous voyez, on nous parle de 2 plateaux du lac Tchad. Les experts nous disent que la cuvette, non, parce qu'il y a 2 cuvettes dans le lac Tchad. Il y a 2 cuvettes. Il y a une cuvette qui avait été créée artificiellement pour permettre aux gens du Nord de pouvoir exercer l'agriculture dans les temps de sécheresse, dans les années 70, vous voyez. Et c'est ça où la cuvette Nord avait été créée. Mais la cuvette Sud, elle est alimentée par 2 rivières. Je crois que la rivière Palamo, je crois que la rivière Koto, les 2 rivières viennent de la République centrafricaine. Et c'est des rivières qui sont alimenté par le fleuve le Bangui. Le Bangui en lui-même est affluent du fleuve Congo, vous voyez. Donc tant que vous avez de l'eau au niveau du fleuve Congo, au niveau du fleuve le Bangui, la cuvette sud aura toujours de l'eau, vous voyez. Mais les experts nous parlent de la superficie initiale qui était de 25 000 km². Aujourd'hui, on nous parle que le lac Tchad s'est rétréci. Donc il faut trouver des mécanismes selon les promoteurs d'un projet, parce qu'ils veulent construire des barrages, ainsi de suite. Nous avions dit que c'était pas des bons projets. Allez-y voir des présentations que nous avons eu à faire sur le lac Tchad, les projets proposés par les promoteurs pour construire les barrages qui permettaient de prélever de l'eau au niveau de le fleuve du Bangui et de le déverser au niveau de lac Tchad. Nous avons dit que c'était pas un bon projet. C'était pas un bon projet pour l'Afrique. C'est un projet qui va détruire plusieurs vies. C'est un projet qui va détruire même le débit au niveau du fleuve le Bangui, donc éventuellement le débit du fleuve Congo. Et nous avions démontré qu'il y a quasiment 200 millions de vies qui seront en danger. Ça, c'est sur les êtres humains. Mais nous avions aussi expliqué que l'écosystème, donc nous essayons de voir tous ceux qui survivent à cause des eaux du bassin du Congo auront des grands problèmes dans le futur, vous voyez. Et nous avions proposé
le bon projet pour, si éventuellement il y a un problème au niveau de lac Tchad, c'est celui de la désalinisation de l'eau de mer. Vous voyez le projet de désalinisation vient de l'eau de mer. Donc, c'était une solution interne pour des pays riverains du lac Tchad. Donc, ce projet consistait de prélever de l'eau de mer au niveau du port de Douala, éventuellement assurer la désalinisation et on va donc accueillir de l'eau potable et c'est de l'eau potable qui devait être déversée au niveau de la cuvette nord. Et en ce moment-là, c'est un projet qui va créer de l'emploi, non pas seulement au Cameroun, mais tout au long des pays riverains, parce qu'il y aura des pipelines qui vont passer, il y aura des centres de pompage qui permettraient de lever la pression, vous voyez, d'un point A à un point B, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons arriver à mener cette eau au niveau du lac Tchad, vous voyez. Et ça, c'est un projet qui créerait de l'emploi, un projet qui ne mettra pas la vie de plus de 200 millions de personnes en danger, mais c'est un projet réaliste, on a déjà expliqué de ça. Et nous avions développé là-dessus et nous voyons qu'il y a plusieurs retours. Il y a plusieurs Africains qui sont en train de penser des solutions sur le problème de lac Tchad. Voilà un peu l'une des solutions. On n'a pas dit que c'est l'ultime solution, mais c'est l'une des solutions. Il y a des compétences. Les Africains ont d'énormes compétences, ont d'énormes potentialités. Nous pensons que nous pouvons arriver à faire ce genre de projet sans pourtant briser nos vies. Parce que quand vous faites un projet, il faut voir le projet en long terme. Quel est l'impact de ce projet en long terme? On ne va pas voir le projet en temps court, comme un peu les projets de temps court que Sassou Nguesso et son gars Bouya est en train de faire, avec ses projets de municipalisation accélérée. C'est des projets de temps court, c'est des projets qui sont bâtis sur le sable. Si vous voyez aujourd'hui, quand on nous parle de la municipalisation accélérée, on nous parle de la construction d'un palais présidentiel, on nous parle de la construction d'une potentielle piste d'atterrissage, vous voyez, on nous parle d'une potentielle, peut-être une petite route qu'on a goudronnée un peu, c'est-à-dire la route qui permettrait à Sassou d'atterrir dans cette piste d'atterrissage, une petite route qui nous permettait de conduire son véhicule jusqu'à le palais présidentiel de là où il est, et qui lui permettait donc de quitter le palais présidentiel, de venir au lieu où il va faire passer son défilé national. Vous voyez, ce n'est pas un projet. Si vous voulez faire de la municipalisation accélérée, on vous propose, chaque fois que vous allez quelque part, vous construisez un hôpital de la grandeur de CHU ou d'un hôpital régional, vous voyez, vous construisez une école ou vous construisez un lycée, vous voyez, ça c'est l'éducation, Et quand on dit construction, il ne s'agit pas de venir construire un petit bâtiment. Vous construisez une école au grand complet avec des laboratoires bien équipés qui permettraient aux enfants de bien étudier et qui donneraient de l'intelligence aux enfants. Vous voyez, chers compatriotes, c'est ce qu'on appelle projet, c'est ce qu'on appelle municipalisation accélérée. Et vous ne vous arrêtez pas à ça. Vous construisez l'autoroute qui permet donc de désengager ou encore de désenclaver ce département. Par exemple, si nous prenons par exemple la municipalisation accélérée au niveau de CBT, vous allez nous construire l'autoroute. Ce n'est pas la piste. Parce qu'il faut faire une différence. L'autoroute, c'est deux différentes voies. Ceux qui font l'aller sont sur l'aller. Ils ne vont pas se croiser avec ceux qui font le retour. Parce que ça, c'est une piste. C'est là où ça crée beaucoup d'accidents. Donc, vous prenons l'exemple de la municipalisation accélérée de CBT, vous allez donc créer une autoroute à deux voies, voilà, qui vont faire l'aller séparée, et une autre qui va faire le retour de CBT à l'Oudima. Pourquoi l'Oudima? Parce que l'Oudima, c'est là où se trouve la gare, vous voyez? Et donc, c'est le point de connexion qui permet de désenclaver, CBT, qui permet de désenclaver les paysans au niveau de CBT, vous voyez? Avec leurs marchandises, ils vont donc arriver dans la sécurité. Ils vont arriver dans la sécurité pour vouloir, vous voyez, faire expédier leurs marchandises au niveau de l'Oudima et éventuellement les marchandises peuvent arriver à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Et ça se fait dans des conditions de sécurité. Ceux qui vont l'aller ne vont pas se croiser pour avoir plus d'accidents. Aujourd'hui, c'est le cas. La piste qu'ils nous ont construite au niveau de Brazzaville et Pointe-Noire, mais c'est la catastrophe, chers compatriotes. C'est du jamais vu. Il y a même les Chinois qui ont même dit que mais les Congolais vont mourir, vont finir sur cette route. Mais c'est du jamais vu. Ils ont eu des multimilliards de francs CFA, des pétrodollars, chers compatriotes. Ils étaient incapables de nous construire
une véritable autoroute de Brazzaville à Pointe-Noire. On nous mélange les deux pistes. Et tous les jours, des gens ne font que mourir sur cette route. Mais c'est incroyable, chers compatriotes. Et qu'on nous parle de la municipalisation accélérée. Mais ils sont malades, ces gens-là. Excusez-moi du terme. Mais c'est une façon de vous dire que ça, ce ne sont pas des projets. Quand on nous parle de municipalisation accélérée, vous venez et vous construisez le palais présidentiel. Vous voyez l'homme, hein? Il est malin, égoïste. Il pense manipuler les Congolais. Il construit d'abord, il pense d'abord à lui-même. Là où il viendra dormir. Là où il viendra atterrir. Et là où il ira pour se faire acclamer. Mais rien pour les populations. Mais par contre, on nous parle des milliards et des milliards de francs CFA qui sont injectés. Mais rien n'est fait. Vous voyez ces compatriotes. Et c'est ça que nous prenons. Prenons par exemple, vous parlez de la municipalisation accélérée de la ville de Pointe-Noire. Mais vous allez nous construire une grande université de Pointe-Noire. Et surtout la ville de Pointe-Noire. Ah, moi, Bavili. Vraiment, ça me fait pitié. Hein? Quand je vois la ville de Pointe-Noire, ça me fait pitié. La ville qui produit le pétrole. La ville qui donne la richesse aux Moshidoyo. Hein? Excusez-moi, je ne suis pas régionaliste ici ou tribaliste. Mais je le dis parce que ce sont les Moshidoyo qui sont en train d'abîmer le pays. Vous voyez? La ville qui donne cette richesse aux Moshidoyo. Ils sont incapables de construire une petite université de la ville de Pointe-Noire. Ils sont incapables de construire une école qui va créer les métiers du pétrole, puisque c'est la ville qui exploite le pétrole au niveau du pays. Ils sont incapables. Il n'y a aucune école qui fait les métiers du pétrole à Pointe-Noire. C'est incroyable. Vous voyez? Dans nos idées à nous, vous voyez? Dans nos idées à nous. Si réellement c'était des vrais Congolais, qu'est-ce qui devait se passer au niveau de la ville de Pointe-Noire? On devait désenclaver la ville de Pointe-Noire. C'est-à-dire créer une ville auxiliaire à côté de Pointe-Noire. Et c'est cette ville qu'on allait appeler la zone économique. La zone économique ne devait pas se retrouver dans la zone industrielle, là où se trouve la base totale, la base ENI. Vous voyez? La zone industrielle devait être une ville totalement désenclavée, totalement décalée de Pointe-Noire. Dans la forêt, vous voyez, vous partez vers le Mayombe, on peut dire à 50 km de Pointe-Noire. Vous voyez? Vous utilisez une zone de forêt, vous construisez des vraies usines, vous mettez en place le vrai système, vous construisez tout au long des ateliers, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on crée de l'emploi, chers compatriotes. Mais qu'est-ce que les Moshidoyo ont fait? Ils ont pris de l'argent de la ville de Pointe-Noire, ils ont envoyé les Vili aller se faire foutre. En utilisant cette fameuse femme, qu'on nous fait croire qu'elle est Vili, mais elle n'est pas Vili. Hein? Pour ceux qui savent, Thibautin Antoinette n'est pas Vili. Elle est venue d'un mariage, d'une mère, mais elle n'est pas née du père Vili, hein, on vous le dit là. Vous voyez, elle est venue d'un mariage. Elle n'est pas Vili. Et on utilise les Vili. Honoré Mpaka, les Tister, vous voyez, les Viodo, vous voyez. C'est ça le grand problème de la ville de Pointe-Noire. Les enfants de Pointe-Noire ont vendu la Pointe-Noire au Moshidoyo. Et Tati est en train de monter, Oko est en train de monter la mer à Tati. Vous voyez? Mais c'est du n'importe quoi. On nous parle des projets de la ville de Pointe-Noire. Nous, si on venait, vous voyez, on va vous le dire. La nouvelle jeunesse du Congo, là, la nouvelle diaspora qui pense qui a une autre vision du Congo, si nous avons cette chance un jour de changer le Congo, de diriger le Congo, on va désenclaver la ville de Pointe-Noire. Construire ce que vous n'avez pas pu faire. Une zone économique. Ça ne sera pas dans Pointe-Noire. On va créer une ville, une nouvelle ville, à l'exemple des Angolais. Les Angolais l'ont fait. Ils ont construit une ville totalement différente, qui ont ces infrastructures qui ne dépendent absolument pas des autres villes. C'est ça la vision. Vous voulez la vision? C'est ça la vision. Vous construisez des villes. Vous créez des entreprises. Vous délocalisez plusieurs choses dans ces villes. Et tout au long, vous construisez des hôtels, des grands états. C'est comme ça que vous attirez le tourisme. Vous voyez? Et quand on nous parle de c'est pas comment on appelle là, madame, je sais pas qui là, qui est votre ministre de tourisme, ministre de tourisme, il faut le dire. Elle veut parler de tourisme de Luango. Mes chers compatriotes, on se moque de nous, on se moque de vous. Vous voyez? Nous voulons des grands projets panafricains. Voilà. Nous vous avons parlé de boulevard fluvial au niveau de la ville de Pointe, au niveau de Brazzaville. Pas seulement Brazzaville, parce qu'il y aura Kinshasa qui est là. Et il y a toutes les villes tout au long du fleuve Congo. Et quand on voit ces villes-là,
On ne voit pas seulement le Congo-Brazzaville, hein. On voit la République démocratique du Congo, on voit la République centrafricaine, et aussi, on va éventuellement voir quelques villages du Cameroun, et on va arriver à désenclaver le Tchad, et les Tchadiens seront très contents. Et dans ce même projet, il s'agit de refaire le chemin de fer Congo-Océan. Vous n'allez pas encore avoir juste une voie ferrée qui va dans ce sens. Il faut attendre le train de là-bas qui arrive à cet endroit avant que ce train passe. Non, vous voyez, c'est cette vision. Vous voyez, les multi-pétrodollars que le Congo a eu de 2008 jusqu'en 2012, cet argent serait suffisant pour faire ce que nous sommes en train de dire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Moshidoyo? Ils ont volé tout l'argent. Ils les ont cachés dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, ils ont même vidé le trésor public congolais. Le tout se cache dans leur maison. Dans leur maison, on le dit. Et tout un chacun d'eux a son trésor chez lui. Et tout un chacun d'eux a un trésor quelque part dissimulé dans le pays. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que nous venons parler, parce que nous avons des preuves dans tout ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez, le nouveau Congo, ça ne sera plus un Congo qui est géré de façon vulgaire comme le font aujourd'hui le Moshidoyo Sassou Nguesso, et que son fils qui veut vouloir vous battre la poitrine, qui se met à déposer les premières pierres de gauche à droite pour vous dire qu'il sera le prochain président du Congo. Non, chers compatriotes, ça ne passera pas. Vous trouverez aujourd'hui des jeunes Congolais qui seront debout sur votre chemin pour vous empêcher de continuer à briser le pays, continuer à voler ce pays. Nous ne pouvons plus accepter ça. Nous ne fermerons jamais nos bouches. Vous comprenez? À moins que vous veniez nous faire du mal, comme vous avez l'habitude de le faire. Mais néanmoins, tous les intellectuels congolais aujourd'hui sont debout. Et déjà, même nous encourageons tous les Congolais, ceux qui sont au Congo, de résister fermement. Parce que il faut qu'on change le Congo. Vous voyez? Et quand on nous parle de l'émergence en 2025, mais ce n'est pas l'émergence du territoire congolais, c'est ce boom pétrolier qu'ils sont en train de viser. On vous a déjà parlé de ce boom pétrolier, allez-y repartir dans nos vidéos précédentes, vous allez vous rendre compte de quoi nous parlons. Vous voyez? Nous voulons des projets concrets, des projets qui vont développer nos pays, des projets qui vont donner de l'emploi aux Congolais, des projets qui permettront aux Congolais de payer les taxes, des projets qui permettront de faire fonctionner l'État congolais. Et quand on parle de faire fonctionner l'État congolais, vous n'aurez pas la possibilité d'aller mettre votre main dans la caisse de l'État pour essayer de voler de l'argent, stiper de l'argent auprès des gens qui vont vouloir dédonner des conteneurs au niveau du port de Pointe-Noire. Non, quasiment pas, ces compatriotes. Parce que nous mettions en place des vrais verrous qui vous permettraient que quand vous aurez envie de mettre votre main là-dedans ou dans la poche de quelqu'un, et vous verrez comment une cisaille va arriver. Vous voyez? Et donc, il faut changer le Congo. Voilà, il faut changer le Congo. Mais cet ami nous dit quoi? Mais à ce rythme-là, il risque d'être prochainement le président du Congo. Bah, il le sera si vous êtes calme. Comprenez? Il le sera si vous, les Congolais, vous êtes là chez vous, tranquillement, en train de voir ce qui est en train de se passer. Nous savons qu'ils ont mis en place de l'intimidation, de la répression, mais nous n'avons pas peur de cette répression. Vous voyez, chers compatriotes. Et si tout le monde peut avoir la motivation, la détermination comme nous le faisons, nous pensons qu'il n'arrivera pas. Vous voyez? Parce que si tout un peuple se lève, quel que soit le tas des armes qu'ils ont, ils ne pourront pas briser tout ce peuple. Vous voyez, chers compatriotes? Donc c'est à nous de se lever. C'est à nous de se mettre au travail. C'est à nous d'empêcher que cela n'arrive. Pendant qu'il y a encore temps avant qu'il ne soit trop tard. Sinon que nous avons encore 50 ans de souffrance et de difficultés. Mais, soyez-en sûrs, que Bernard Pongui est déterminé de se mettre sur ce chemin pour barrer la route à Kiki, parce que, premièrement, il n'est pas 100% congolais de Brazzaville, deuxièmement, il n'a pas la compétence que nous avons, vous voyez, quatrièmement, il n'a aucune vision, et troisièmement, il n'a aucune vision, cinquièmement, ils ont essayé de diriger le pays, ils ont brisé le pays, vous voyez, donc, c'est des criminels, c'est des gangsters, ils vont être jugés, condamnés par la nouvelle justice. Vous voyez? Bon, maintenant, je vais terminer par cette nouvelle, quand on nous parle de... Ils sont en train de monter des coups pour essayer d'éliminer Paulin Makaya, un fils de Madingu. Je suis très clair là-dessus. Si Sassou Nguesso touche à la vie de Paulin Makaya, nous toucherons à la vie de ses enfants. Je répète, si Sassou Nguesso touche à la vie de Paulin Makaya,
nous toucherons la vie de ces enfants. À l'heure où nous sommes en train de parler, nous n'avons pas encore rien fait de mauvais. Nous essayons de suivre la loi. Nous essayons de suivre tout le parcours. Nous ne voulons pas se faire salir les mains pour rentrer dans de mauvaises choses, pour essayer de déstabiliser le Congo. Vous voyez? Nous sommes en train de suivre la voie légale. Vous voyez? Mais si Sassou Nguesso commence à toucher à des gens que lui, il a enfermés, des gens qui n'ont rien fait, alors là, il va rencontrer les autres Congolais. Les Congolais qui ont maintenant une autre façon de voir. Si Sassou touche à la vie de Paulin Makaya, on vous le répète, si Sassou Nguesso touche la vie de... Dites à Sassou Nguesso, ceux qui ont la chance de faire véhiculer ce message. Il a sous-estimé les Congolais, mais nous pensons que à ce jour-là, il sait maintenant que de quoi les Congolais sont capables. Il a sous-estimé, il a ridiculisé les Congolais de la diaspora. Il est venu à Paris, il est venu laisser les Congolais pour dire qu'il avait besoin de médecins au Congo, alors qu'il n'avait rien construit comme hôpital au Congo. Et il est en train de vouloir dévaloriser tous ceux qui sont les éboueurs. Vous voyez? Il est en train de défavoriser, vous voyez, les Congolais qui sont dans les métiers. Mais il a sous-estimé les Congolais. Ces mêmes Congolais-là, qui font le métier de boueur, là, c'est eux qui se sont opposés à lui. Et que c'est eux qui ont verrouillé Sassou à ce jour. Vous voyez? Mais allez-y dire à Sassou Nguesso, s'il vous plaît, dites à Sassou Nguesso que nous ne sommes pas encore arrivés au maximum de ce que nous avions fait. Mais s'il commence à toucher à la vie des prisonniers politiques, de Jean-Marie Michel Mokoko, de Boukadia, de Jean Ngwabi, même de Okombi Salissa, hein, même si je ne suis pas partisan de Okombi Salissa, mais en ce moment-là où Okombi a résisté à Sassou Nguesso, Okombi a mon soutien. Je pardonne Okombi pour tout ce qu'il a fait à ce peuple. Mais aujourd'hui, Okombi a mon soutien. Parce qu'il a résisté, il a dit non, Sassou n'a pas été élu. Donc il reçoit mon soutien dans ce cas. Je ne juge point Okombi, mais en ce moment, il a mon soutien. Donc, à Paulin Makaya, il touche à la vie de colonel Mpika, il touche à la vie de tous ceux qui sont en prison là. Nous toucherons à la vie de ses enfants, nous toucherons à la vie de ses petits-neveux, nous toucherons à la vie de ses nièces, de tout le monde. Et on le dit d'une manière claire. On le dit d'une manière claire. Vous voyez? On le dit d'une manière claire. Allez-y dire à Sassou, il touche à la vie de Paulin Makaya. Vous touchez à Paulin Makaya, vous avez touché les enfants de la Bouenza. Moi, étant un ressortissant de la Bouenza, je ne vous pardonnerai jamais. Nous nous mettons en place un vrai système qui traquera toute votre progéniture. Que ce soit votre nièce, votre neveu, qui que ce soit, on vous le dit. Parce que le mal que vous avez fait, tous les Congolais que vous avez assassinés, les Kinganga, les Diawara, les Massamba Deba, les Yulu, vous voyez, les peuples de Poule, vous ont pardonné, hein, parce qu'ils continuent à travailler avec vous. Vous voyez, ils continuent à vous protéger. Les Kola aujourd'hui sont en train de vous protéger. Vous voyez, les Silou aujourd'hui sont en train de vous protéger. Vous voyez, vous avez assassiné les Milongo et tout ce monde, mais ils vous ont pardonné. Mais on vous le dit, ça c'était ceux des années 1970, ceux des années 1960. Vous voyez? Mais les Congolais d'aujourd'hui ne vont jamais vous pardonner. On vous a pardonné une fois pendant la conférence nationale. On a fait le lavement de main. Mais nous, le peuple congolais, on était idiots. Parce que nous avions lavé les mains avec un diable. On ne lave jamais les mains avec un diable. Mais nous ne vous pardonnerons plus jamais, on vous le dit. Vous touchez à la vie de Mokoko. Vous touchez à la vie de Jean Ngwabi. Vous touchez à la vie de Paulin Makaya. Vous touchez à la vie de Boukadia. Vous touchez à la vie de qui que ce soit, même de Okombi, du colonel Mpika, de tous ces prisonniers politiques-là. Vous allez nous rencontrer. On vous le dit, on fera la chasse à l'homme à vos parents. Vous voyez? Parce que là, nous sommes arrivés au stade où, au niveau où on ne peut plus tolérer qu'un Congolais puisse perdre sa vie parce que vous avez un homme au pouvoir qui a usurpé la victoire des Congolais et qui continue à faire le mal et que nous allons rester les bras croisés en train de vous regarder. Non, on ne le fera pas. On mettra en place un système qui va vous traquer partout où vous êtes, partout où vos parents se retrouvent et vous verrez le résultat. On vous le dit. Voilà. Donc c'était ça le grand message et nous pensons que la lutte continue et éventuellement les projets vont continuer. Prochainement, on vous viendra avec plusieurs projets que nous avons dans nos têtes, que nous pouvons penser, qui créeraient de la richesse. Hein, qui créeraient de la richesse. Notre objectif,
c'est de créer la richesse. Notre objectif, ce n'est pas seulement de voir les matières premières que nous avons. C'est comment créer de la richesse, comment créer de l'emploi en dehors des matières premières que nous avons. Parce que le jour où nous n'aurons plus les matières premières, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est là où les questions doivent se poser. Il faut créer des alternatives, décentraliser toutes les villes. Vous voyez? Essayer d'identifier les sources d'énergie pour chaque département. Vous voyez? Comment nous allons créer, générer de l'énergie en dehors de l'énergie solaire? Est-ce que nous avons des potentialités? Par exemple, nous essayons de voir, par exemple, vers les Zanaga. Vous connaissez Zanaga, c'est dans la région de l'Alekoumou. Hein? Donc, si vous voyez la région de l'Alekoumou, vous avez Sibiti, Komono, Zanaga, Bambama. Donc, vers les Zanaga, Bambama, il y a un fer. Parce que moi, quand j'ai étudié la géographie du Congo, vous voyez, pour un bon Congolais, il se souvient de tout ça. Je ne suis pas de l'Alekoumou, hein, vous voyez, mais j'ai étudié la géographie de l'Alekoumou. Je sais qu'à Zanaga, il y a ce qu'on appelle, il y a un fer de Zanaga. Vous voyez? Et ce fer-là contient plusieurs minéraux. Et on nous dit qu'il y a des sources, il y a des sources géothermiques dans les environs. Hein, les sources géothermiques, c'est-à-dire, c'est de l'eau chaude qui est sous pression, hein, sous la terre, que nous pouvons exploiter et nous pouvons arriver à produire de l'électricité avec ça. Éventuellement, nous pourrons donc extraire cette eau, le faire passer par des évaporateurs d'ébullition, et en ce moment-là, on va générer de la vapeur, et nous pouvons utiliser des turbines à vapeur pour nous produire de l'électricité. Éventuellement, les turbines vont être accouplées à des générateurs. Vous voyez? Donc, on peut décentraliser, hein, on peut créer des sources d'énergie, par exemple pour Zanaga, qui ne dépendent pas de Sibiti. Hein, vous voyez? Et aussi au nord, aussi que vers le mont Nambemba. Est-ce qu'on peut retrouver des sources géothermiques? Vous voyez? Nous savons qu'on peut le retrouver. Vers les Diosso, est-ce qu'on peut rechercher des sources géothermiques? Vous voyez? On peut le trouver. On va explorer le Congo à 100%. Vous voyez? Explorer le Congo n'est pas seulement synonyme d'explorer le Congo pour aller chercher où se trouve le pétrole. Non, chers compatriotes. Explorer le Congo, ça signifie, vous allez chercher tout ce qui sont les matières premières, vous allez chercher tout ce qui sont les sources d'énergie qui seront potentiellement exploitables. Vous voyez? Prenons par exemple le cas de Muyonzi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut utiliser à Muyonzi, qu'on peut trouver à Muyonzi? Prenons dans le pool. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver dans le pool? Prenons à Betou là-bas, ou à Wesso, ou à Infondo. Qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'on peut développer? C'est ça la vision. C'est ça la vision d'un chef d'État. Ou c'est ça la vision de quelqu'un qui peut être le conseiller d'un chef d'État. Ce n'est pas les bourricots que nous avons, qui n'ont aucun niveau. Le ministre de l'énergie que vous avez, il a quoi? Quelle est sa vision? Vous voyez, ses compatriotes? La vision, c'est celui qui consiste à aller rechercher. Quelles sont nos potentialités que nous avons dans nos pays? Vous voyez? Qu'est-ce que nous allons retrouver qui va essayer d'aider nos pays? Créer de l'emploi. L'énergie, on vous a dit ça. L'énergie, c'est le fondement de l'économie d'un pays. Si vous n'avez pas l'énergie, mais vous ne pouvez jamais avoir de l'économie. Vous voyez, chers compatriotes. Maintenant, il faut retirer cette énergie. En ce moment-là, maintenant, vous collaborez l'énergie avec tout ce qui sont l'Internet à grande vitesse, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une grande industrialisation si vous n'avez pas l'Internet. Parce que tout est devenu automatisé. Il y a des systèmes qui se contrôlent à distance. Il vous faut de l'Internet pour le faire. Mais si vous n'avez pas ça, vous n'arriverez pas. Il faut créer des grandes écoles, des grandes universités de recherche. Soutirer la matière grise. Ce que le Congolais a dans son vrai fond. Ces petits Congolais-là qui sont forts en calcul mental, qui sont forts en mathématiques. Il faut faire germir cet intellectuel. Vous voyez? Mais si vous mettez cet intellectuel dans des écoles où les enfants n'arrivent pas à bien écrire, alors vous êtes en train d'abîmer ces enfants. Vous êtes en train d'abîmer des générations. Vous êtes en train d'abîmer les intellectuels de ce pays. Nous, quand nous ne serons pas là, lesquels qui vont diriger ce pays? Ce sont ces enfants-là, vous voyez, ces compatriotes. Mais donnez-leur les conditions. Mais qu'est-ce que ça souffre? Ils brisent tout. Parce qu'après lui, c'est le déluge. C'est ce qu'il a dit. Après lui, c'est le déluge. C'est normal, c'est un diable. Mais il n'y aura pas le déluge après Sassou Nguesso. Parce que vous avez des Congolais intelligents qui vont venir et qui vont innover ce pays-là, qui vont amener le Congo d'un point A à un point B plus élevé que lui n'a pas pu faire malgré qu'il a eu tous ces pétrodollars-là. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, mettons-nous ensemble pour amener le Congo dans une autre direction. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls.
Nous demandons tous les Congolais, que ce soit les Congolais, ceux qui sont au Congo-Brazzaville et ceux qui sont partout, et notamment nous comptons sur notre diaspora. Parce qu'aujourd'hui, si la diaspora n'était pas vigilant, si la diaspora n'était pas debout, Sassou aurait passé facilement. Parce qu'il avait déjà bricolé une opposition, les Satima Biala, les Kolela, les Mathias Nzon, les Itadi, les Mukweke, les Mpouele. Bref, tous ces gens-là seront bien jugés. Parce que le nouveau Congo, ça ne sera plus le Congo de la blague. Merci, chers compatriotes, d'avoir suivi notre intervention. Et nous pensons que l'avenir est à nous. Merci, à plus tard, au revoir. Prochainement, nous parlerons de plusieurs possibilités que nous allons faire pour développer le pays et le Congo. Et je vais essayer de voir s'il y a quelques questions. Il faut le dire à l'autre ministre, Ibombo, qui veut couper l'Internet. voilà un peu un charlot. Voilà un peu un charlot. Mais pendant ce temps, moi, je me souviens de ce monsieur, hein, Ibombo. Je crois que ça, il était en France, là. Je le voyais, il était actif sur les médias sociaux, là. Il faisait parfois des commentaires à certains de nos interventions. Mais il était content d'utiliser l'Internet. Mais pourquoi il ne veut pas aussi que les autres puissent utiliser? Il faut d'abord commencer même par améliorer l'Internet. Je ne sais pas si le ministre de télécommunications, qu'est-ce qu'il a déjà apporté comme changement dans ce système au Congo. Vous voyez? C'est du blablabla. Bla, bla, bla. Tout ce monde-là, ils n'ont pas de niveau. Un pasteur qui devient un ministre, il faut d'abord lui demander s'il réellement, il a pu déjà essayer de sauver comme des fidèles qu'il a déjà essayé de redresser et d'emmener vers Dieu. Vous voyez? Bon, voilà. Dommage. Allez, merci. À plus tard. Au revoir.